Produit avec le soutien de Sidi Ali, eau officielle des équipes nationales du Maroc. Bonjour les amis, vous êtes bien sur Radio Ma'arif. On retrouve Reda Allali. Bonjour Reda. Salut Mustafa. La dernière fois, on a parlé de la Coupe du Monde un peu ratée grâce à cet arbitre. Un Raté, peu. pas raté. Tu sais, on ne s'est pas qualifié, on n'est pas passé au ouais, deuxième on tour. s'est pas qualifié, mais on a eu une soirée extraordinaire. Enfin, tu sais, je vais te dire quelque chose. C'est très difficile de faire des bilans dans ce genre de Coupe du Monde comme celle de 98. Et 94, il n'y a pas de débat. Tu plantes 3 matchs, out, Flop, merci, ouais, flop, au revoir. flop, Voilà, flop. beaucoup d'énervement. 98, il n'y a pas d'énervement. 98, on aime nos joueurs. 98, on sort La les tête accueillir. haute, Voilà, il faut pas mépriser, il faut pas tomber dans la sécheresse de la comptabilité. Oui, bien sûr. Il y a énormément d'équipes qui ont des supporters qui n'ont jamais rien gagné. Et pourtant, une saison ne Les vaut pas une autre supporters saison. sont toujours là. Oui, mais une saison n'est pas une autre saison, tu vois. Oui, mais l'équipe va se rattraper à la Coupe d'Afrique. C'est une autre équipe. Alors, entre les deux, déjà, entre 98 et, puisqu'on va parler de 2004, Ouais, il y a c'est ça, la quelques Coupe passages d'Afrique un en peu, Tunisie. ouais, des passages un peu anonymes. Je pense au Polonais français Henri Kasperzak, Kasper Zak. qui fait pas un passage génial. Umberto Coelho aussi, le Portugais, qui fait pas un passage génial, qui va à la CAN 2002. Et on arrive à cette CAN 2004, où sur le banc de touche, on a quelqu'un qui s'appelle Beddouzek. Alors, Pardon, c'est ouais. la première fois qu'on va avoir enfin non, c'est pas la première fois, mais un coach marocain. Si, on en a eu, mais Non, là, on a eu c'est le Blinda, premier, on a- oui, mais c'est le premier qui on va a faire eu une Zani, belle- on a eu non, on a eu des coachs. Alors, disons que le contexte est un peu spécial parce que Zeki est très contesté dans la préparation. Il y a beaucoup de gens qui critiquent son management. Et puis tout le monde se dit qu'il y a un coup à jouer en Tunisie en 2004 parce que c'est en Tunisie. Voilà. Il y a une sorte de truc, je sais pas te l'expliquer, qui fait que les coupes d'Afrique des Nations dans les pays d'Afrique du Nord sont en général gagnées par, les équipes du nord de l'Afrique ont plus de facilité à gagner dans le nord de l'Afrique. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que l'Algérie a gagné une CAN à domicile, l'Algérie a gagné une deuxième CAN en Égypte, la Tunisie va gagner celle-là en 2004. Il y a un côté un peu... Atome, bon. voilà, l'Égypte a gagné. Bah, je sais pas, les joueurs se disent plus à l'aise, est-ce que c'est un problème de terrain peut-être à l'époque? De climat aussi, attention. De climat, enfin, l'humidité quand on en va tout vers cas, les jouer en tropiques. Tunisie, c'est un peu jouer à domicile. Alors moi, je vais essayer de te raconter cette CAN sans regarder trop mes notes, parce qu'en fait, j'y étais. D'accord. Tu étais présent sur le lieu. Ouais, et ça donne une autre perception de la compétition. D'accord. Voilà. Dans quel sens? Dans le sens où tu vois les joueurs tous les jours. Ouais. On est quand même dans un monde, en 2004 encore, où l'accès aux joueurs n'est pas l'accès aux joueurs qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas voir le coach, tu es journaliste marocain, tu es accrédité, et tu te mets d'accord avec lui. Les journalistes marocains se mettent d'accord avec le coach en disant à quelle heure on peut les voir. Il te dit 11 tel sabah, مثلا, 12. Voilà, j'ai 12. Tu vas à l'hôtel à midi, et à midi, ils sont dans le hall. Et là, tu as, avant le déjeuner par exemple, tu prends un café, Une et détente, un moment de détente chacun ensemble. choisit avec qui il veut jouer, la télé fait ses images, les radios font les sonores, les gens de la presse écrite se posent, et là, tu vas avoir un peu tout le monde qui crée des liens, et c'est tous les jours. C'est tous les jours. Ce n'est pas comme aujourd'hui, si tu veux aller, par exemple, en Coupe du Monde, tu vas être limité vraiment aux moments pour la presse, qui sont des moments très encadrés, des conférences de presse avec Il y a, une question. il y a plus ce contact direct. Plus du tout. Et je peux te dire une chose aussi. C'est peut-être important aussi. Déjà, c'est des gars qui ont à peu près le même âge que les journalistes. On est dans la même génération, tu vois. Deuxièmement, c'est à peu près la même culture. Et troisièmement, ça leur fait plutôt plaisir de voir arriver les journalistes parce qu'il y a 20, 30 journalistes. Ils sont 20, 30 depuis 3 semaines enfermés. Donc, fatalement, il y a des affinités qui se créent. Voilà. Et puis, Les un moment contacts de sont très détente. différents. Voilà pourquoi je disais que ça donne une Coupe d'Afrique des Nations. Le niveau d'information que tu as n'a rien à voir. Et même, je vais aller même plus loin, même en termes de gestion d'image et tout, les gars nous parlaient à l'aise. Les gars nous parlaient à l'aise. Il n'y a pas cette pression. Non. Il y avait une façon de communiquer qui n'était pas... Il y avait une confiance. Il n'y avait pas d'angoisse sur des propos déformés, des machins, etc. Bon, on est vraiment dans un autre type de rapport. Et dans cette équipe, il y avait un jeune qui s'appelait El Gregui à l'époque. Oui, alors il n'est pas si jeune, hein, attention. El Gregui, il est là, effectivement. Il a un rôle important. Pourquoi? Parce que El Gregui, c'est quelqu'un qui, effectivement, a grandi... il faut écouter notre podcast sur lui. On a envoyé au podcast avec Walid El Gregui sur Radio Ma'arif quand il était coach du Fatah. Voilà, exactement. Absolument. Il a 28 ans dans cette CAN. D'accord. Et il a grandi en banlieue française, mais il est un peu le lien entre
la génération des binationaux qui arrive, je pense à Youssef Hadji, le petit frère de Mustafa, je pense à Marwan Chemmar, Nabil Baha, Jawad Zaili, tous ces gens-là sont dans l'équipe, Hossein Kharja, tous ces gens-là, ils arrivent et ils parlent souvent très peu d'Elija, ça dépend desquels, etc. Et les nationaux qui sont des cadres, hein, je pense à Talal Qarqouri, à Nibet, je pense à Sfri, je pense à Fouhami, tous ces gens-là. Et lui, il est capable de parler aux deux, en fait, c'est ça le truc. Il est l'intermédiaire. Ouais. Il est capable de parler aux deux, il adore parler de foot. Et très vite, il devient un interlocuteur très facile pour les médias. Parce qu'il aime parler, il aime décortiquer, il a cette capacité à être un pied dans ce monde-là, un pied dans le... Tu peux symboliser ça par la génération PlayStation, c'est le début de la PlayStation, donc ils font des concours, je me rappelle très bien, et la génération Tutti. C'est vraiment les deux clans que tu vas avoir. Et on va trouver... Hein, belle métaphore. Et on va trouver Walid en train de faire les deux avec son Qui y avait d'autres dans l'équipe? Eh ben, je les ai donnés, hein. Il y a toujours Nibet capitaine, tu as... Au but, Fouhami. Alors, au but, on a notre ami Khalid Fouhami, grand bonhomme, 31 ans à l'époque, un gardien vraiment... comment dire on va spoiler, hein, il y a son erreur en finale qui va porter comme une croix, mais il faut se rappeler qu'on arrive aussi en finale grâce à ses arrêts. À ses performances, bien sûr. Ouais. C'est un sage, hein, Fouhami. C'est vraiment le gardien Barclo. Voilà. C'est le gardien Barclo qui réfléchit à ce qu'il fait, très facile d'approche, un vrai sportif, voilà, un vrai sportif. Sur les derrière, on a parlé, Oueddo, Qarqouri, Nibet, Qaissi, Hadioud, Sfri est un très gros joueur, les voltigeurs, Zéli, Mouha Yaqoubi, qui joue en Espagne à l'époque, Chemmar, qui est un gosse, hein, il a 20 ans, il débarque, Youssef Hadji, qui est sur le poids, l'héritage de son frère. Alors cette équipe-là, elle démarre contre le Nigeria, et pourquoi je te raconte ça de l'intérieur? Parce que je me rappelle très bien de ce match contre le Nigeria, c'était un match pourri. C'est un match pourri où Hadji réussit à la 77e minute ou un truc comme ça à tromper le gardien et il réussit un contrôle. Enfin, il n'y a pas grand monde dans les tribunes. On est, je crois, à Sousse ou la Monastir. C'est exactement le match qui est voué au 0-0 et au doute. Et là, tu gagnes. Aïe. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que l'ambiance s'en change complètement. Souvent, les gens disent l'ambiance fait les résultats. Pour moi, c'est les résultats qui font l'ambiance. Pourquoi? Parce que quand tu as des résultats, les remplaçants déjà n'ont plus rien à dire. Parce que celui qui est à sa place, tout à fait. Ouais. Il est où le problème? Et quand tu es remplaçant, que tu perds et que tu rentres pas. Absolument. Mais pourquoi je suis là? Voilà. Absolument. Là, l'ambiance monte. Les gars, il y a des vrais cadres dans cette équipe. Je t'ai parlé de Nibet, qui est un vrai cadre, qui est très respecté. C'est un type, quand il parle, tout le monde se tait. Vrai patron. Un vrai patron qui met la pression sur les gars autour de lui, mais qui en même temps, qui lead par l'exemple. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui fait des grands discours, c'est quelqu'un qui va au charbon, qui est toujours là, qui a joué dans toutes les conditions, qui a un investissement, un grand engagement physique. Un guerrier, quoi. Exactement. Ce match nous ouvre les portes du deuxième match. Le deuxième match, c'est le moment où on va pouvoir véritablement se dire qu'on a une chouette équipe. Pourquoi? Parce qu'on plante 4-0 au Bénin. Chemmar, Moursali, Oueddoul, Qarqouri. Alors ça, c'est exactement le genre de match où tu sens qu'il y a quelque chose qui se déclenche. Parce que déjà, tu as quelqu'un qui s'appelle Moursali que personne ne connaît. Et il faut rendre grâce vraiment à notre ami Zaki. Zaki a été beaucoup critiqué à juste titre. Zaki, c'est pas un grand coach tactiquement. Zaki, c'est pas quelqu'un qui va fabriquer des schémas compliqués. C'est quelqu'un qui, en 2004, a encore la qualité d'aller chercher les pépites, de pas hésiter à lancer les nouveaux. Ça va changer par la suite, mais c'est encore un coach qui a les oreilles et les yeux ouverts. Voilà. Qui n'est pas encore obsédé par lui-même et qui va nous décloter ce Moursali que personne ne connaissait, qui joue en Allemagne et qui va marquer 4 buts dans cette Coupe d'Afrique. Et c'est là où ça commence. Ce bonhomme-là, milieu offensif, pareil, c'est très nouveau pour nous. Parce que cette équipe-là, elle est sympa. Deuxièmement, elle est toutes les langues, voilà. Moursali, par exemple, c'est quelqu'un qui parle... c'est le début de Babylone dans l'équipe nationale. Qui parle rifin, par exemple, qui est dans la chambre avec Mouha Yaqoubi, qui parle rifin aussi, mais la deuxième langue de Mouha, c'est l'espagnol et l'autre, c'est l'allemand. Et l'autre, c'est l'allemand. Et il se retrouve avec l'anglais, à parler avec les joueurs. Moi, je parlais avec Moursali en anglais. Il y a des gars comme Nibet qui font le leadership. Il y a déjà... C'est une équipe, vraiment, c'est le moment où notre équipe change. Mais à ce moment-là, ça se passe bien. Il y a absolument pas... Pourquoi? Le leadership, il est local, hein, il faut le dire. Le leadership, il est local. Parce que quand tu rentres, les boss... c'est eux qui te donnent le tempo. Voilà. C'est plus les jeunes qui arrivent, qui vont apporter leur fraîcheur, qui vont apporter leur punch, leur explosivité. Mais les cadres, je te le dis, moi, c'est Sfri, c'est Nibet, c'est ces gens-là, quoi. C'est même Fouhami. Là, de championnat. Voilà, exactement. Même s'ils sont partis à l'étranger, mais par leur assise, Zaki, pareil. Zaki, il est arabophone, Zaki. Zaki, il parle avec tout le monde, mais
il s'exprimera plus facilement Abdelhijam à les joueurs. Donc il y a quand même cette grande... il y a quelqu'un qui s'appelle Marcelé qui est très important, qui traduit pour ceux qui comprennent pas le... D'accord. Voilà. Là, d'ailleurs, je me suis toujours posé la question sur ces histoires de communication entre les joueurs, le staff, etc. Comment ça marche? Au fait, on fait les grades, comme ça, comme tu dis, les boss, les gens, les intermédiaires, les transmetteurs. Ça va et vient dans tous les sens. Ouais, mais bon, mais Nasser, l'adjoint Zeki est important, il va devenir... parce que au-delà de la simple communication, il y a le côté un peu humain. Il ne faut pas quelqu'un... que personne lui parle et que on attend, voilà. J'ai vécu d'autres cannes, par exemple 2002, où je me rappelais de Nordin Boukhari, qui était un gars du championnat de Hollande, qui était complètement seul, qui faisait un peu de peine. Tu vois, qui faisait un peu de peine. Personne pour communiquer avec lui. Oui, les gens faisaient l'effort. C'est des gars qui ont plutôt envie d'intégrer, mais de fait, il faut faire un effort pour lui parler. Tout à fait. Le troisième match, c'est un 1-0 contre... non, un 1-1, pardon, contre l'Afrique du Sud, qui est anecdotique vu qu'on est déjà qualifié. Et on arrive au plat de résistance de cette CAN, qui est le fameux Maroc-Algérie, quart de finale, qui se joue à Sfax. Et ça, mon ami, c'est un des matchs les plus marquants que j'ai vus dans les tribunes, dans ma vie. Voilà, je te le dis. Pourquoi? Parce que, alors il faut comprendre que toute l'ambiance est algérienne. On a quelques heures de route de l'Algérie. Les frontières terrestres sont ouvertes, donc tout le monde est venu en voiture. Il y a 800 Marocains, voilà. Plutôt des étudiants, plutôt des dans un stade complètement acquis. Ouais, voilà, exactement. Bon, c'est pas méchant, hein, c'est pas. Non, c'est juste l'ambiance où ça se passe. Sport, foot, soutien d'équipe, c'est normal. Il y a cette pression énorme, énorme. Et c'est drôle, hein, parce que les Algériens et nous, on était dans le même hôtel en Tunisie et on rigolait, on passait des bons moments. Et quand on est arrivé à ce match, on a senti que la tension montait. C'est normal, c'est le moment fatidique. Il y a ce but, cette ouverture du score. Alors première mi-temps, elle est plutôt équilibrée. Deuxième mi-temps, l'Algérie marque très tard. Comment elle marque l'Algérie? Elle marque avec une blessure Talal Khatrouli qui met du temps à sortir ou à être remplacé. Il fait signe au banc de touche, il dit il faut sortir. Bim, il sort pas, ballon contré, centre de la tête. Et bim, c'est le 1-0. Et là, c'est une fête de malade dans les tribunes. Wow. C'est une fête de malade dans les tribunes. Alors, je t'explique un truc. Bah oui, tout le stade explose. Bien sûr, tout le stade explose. Il faut savoir que dans les tribunes de presse, d'habitude, on te demande d'avoir un minimum pas de tenue, mais disons, de pas être un supporter. Voilà. Là, évidemment, les Algériens se lèvent, s'embrassent et tout, c'est humain. Parce qu'on va faire pareil dans 10 minutes plus tard. Donc, on va pas leur jeter la pierre, mais on est abattus. On était à combien de la fin du match, là? Je crois une dizaine de minutes. Hein. Wow. Je te donne exactement le moment de Charad marque à la 84e. Voilà. Waouh. C'est un deuxième match qui commence, là. Charad marque à la 84e. Et dans la foulée, alors ça, on le voit pas à la télé, on le voit. Sur la reprise, les Marocains tapent le poteau. On le voit pas parce qu'il y a des fumigènes. On ne le voit pas parce qu'il y a des fumigènes, mais il y a une égalisation qui est manquée, et ça, je ne sais même pas si elle est passée à la télé. Je ne sais même pas si elle le ralentit. Parce que dans la folie de célébration des fumigènes, on ne voit pas ce qui se passe. Mais nous, je me rappelle parfaitement que juste après, il y a eu une occasion énorme. Et on s'est dit, voilà, ils ont marqué à la 84e minute. On a loupé l'égalisation, c'est fini. Et là, c'est la magie du foot, quoi. Il va se passer ce qui va se passer. C'est-à-dire une équipe qui bascule vers l'avant, une équipe qui prend tous les risques. Une équipe où Nibet devient plus ou moins avant-centre, Oueddou est devant, tout le monde est devant. Wow. Il reste rien, quoi. On est à la 92e minute. Moha Yaqoubi, si je me rappelle bien, déborde, centre en retrait. Nibet loupe la balle, alhamdoulilah. Elle arrive à Chemmer, qui fait un contrôle, tu as l'impression que ça dure 2 heures. Le contrôle de Chemmer, il dure 2 heures. Pendant 2 heures, tout le monde se dit... Qu'est-ce qu'il va faire? Tire. Et là, bim, c'est l'égalisation. Wow. Et là, c'est incroyable l'égalisation, parce qu'elle éteint le stade. C'est quand on te parle de clim, d'éteindre le stade, etc. Là, on l'a vécu. C'est-à-dire que les 800 Marocains, tu vois, silence total dans tout le stade. Voilà. Et donc, on va aux prolongations, mais comme souvent dans ce cas-là... C'est assassin comme but. Alors, comme souvent dans ce cas-là, l'équipe qui égalise a l'avantage psychologique, l'autre a pris un coup sur la tête. Il y a 2 buts qui sont marqués dans les prolongations par Haji et Zahiri. Chose très importante. Ce match, les prolongations et la fin du match, il y a eu des énormes heurts entre la police tunisienne et les supporters algériens. Waouh. Et d'ailleurs, c'est très mal fini. Très mal fini. Il y a plusieurs versions. D'ailleurs, à l'époque, il y avait même des rumeurs de blessés graves. Je ne crois pas qu'il y ait eu des blessés graves. Mais ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il faut savoir que depuis le début de la CAN, les Algériens, on était à Sousse. Sousse, c'est une ville balnéaire. Ouais. Voilà, c'est la plage. Ouais, c'est la plage. C'est comme... oui, c'est très connu. Voilà. Et les supporters algériens étaient installés là-bas. Il y avait des petits comportements un peu turbulents. Mais personne n'intervenait. On a eu l'impression que j'ai eue, c'est ma lecture. C'est qu'à partir du moment où le deuxième but marocain a été marqué, à partir du moment où
c'est bon, les Algériens vont partir chez eux. Ils se sont fait taper dessus par les flics tunisiens. Voilà comment je dis. Une sorte de revanche. Mais je suis une revanche, ça fait une radine. On y va, bing. Et quand on est parti sur le parking, d'ailleurs, on a trouvé énormément de voitures algériennes avec le pare-brise arrière cassé. Waouh. Tu vois, c'est vraiment. C'est-à-dire, allez-y. Mais il y avait des scènes très violentes. Il y avait des scènes très violentes. C'était pas très joli à voir et c'était pas une attaque des hooligans, plus un règlement de compte entre non, plus des policiers tunisiens qui ont un maintien de l'ordre un peu extrême. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est dans cette ambiance-là. On est Sobnali, hein. Oui, en tout cas, j'ai pas compris ce qui a déclenché cette, parce que ils étaient en train de perdre. Peut-être qu'il y a eu des. J'étais au stade, hein, donc peut-être qu'il y a eu des choses lancées sur le terrain. Mais en tout cas, bon, en résumé, tribune vidée, ça se termine devant les tribunes vides. Je crois même dans la retransmission, on voit pas les tribunes à la fin du match. On gagne 3-1, on rentre, c'est la fête. Alors, 2 têtes, c'est l'anniversaire de Niyebet qui est dans les vestiaires. Et à l'époque, je te parlais des rapports qu'on pouvait avoir, on pouvait faire l'anniversaire du capitaine de l'équipe du Maroc avec les journalistes. Voilà, c'était le genre de choses qui était possible d'aller, On arrive à la demi-finale. On arrive à la demi-finale. Alors là, d'un seul coup, c'est drôle parce que la demi-finale, c'est le début des vols du Maroc. Donc on voit arriver les supporters. Enfin. Et c'est un petit stade de Sousse qui était complètement vide pendant les 3 quarts du premier tour, qui voit arriver des cohortes de Marocains. Donc c'est cool, on voit nos potes arriver. Classique, hein. On est calme là, etc. C'est un 4-0 monumental avec contre qui contre le Mali. Il n'y a aucun match, c'est l'euphorie. Les Marocains sont dans les tribunes, ils sont arrivés. Il y a des vols qui sont organisés. Le Mali coule. Voilà, le Maroc est qualifié. L'équipe le Maroc en finale. À l'aise, Mortali est sur un nuage, Youssouf Hadji, enfin c'est l'euphorie, c'est totalement l'euphorie, c'est le genre de match que tu gagnes par, tu as l'impression que c'est écrit dans l'ADN du match, voilà, et tu te qualifies pour la finale qui va jouer à Tunis, et là ça change complètement, parce que on va faire nos balises, et on n'est plus à Monastir, tranquille, il y avait des journalistes à Monastir, d'autres à Sousse, c'est 2 villes très proches, plage, et là tu arrives à la capitale, à la capitale. Et là tu sens, mon ami, qu'il va falloir être très fort pour sortir la coupe de cette ville. Et oui, contre la Tunisie, bien sûr. Déjà, le rapport avec les Tunisiens. Alors, il faut que tu comprennes une chose très importante quand tu es dans une CAN, c'est qu'au début, Nsamredebi, il a le Nigeria, ou tu es Samhak. Mais c'est normal, hein, ce que je disais. Pas de crédit. Machin, Allah, jibouha l'oulad, et tu arrives, et là, l'ambiance, elle change. Tu es en finale contre la Tunisie. Et là, mon ami, là où tu mets les pieds, tu sens là. Alors c'est fou parce que il y a beaucoup plus de pression. Pardon. Ouais. Déjà, Tunis, c'est la capitale des 2 grandes équipes tunisiennes. Je dirais, ils ont un public assez. Oui, mais je vais te dire bizarrement un truc qui va peut-être te surprendre. Il n'y avait pas tant de pression que ça au stade de Radès. La pression, tu la sens plus à l'hôtel. Tu la sens dans l'appareil sécuritaire qui est autour de l'équipe. Tu la sens dans une espèce d'œil que tu as collé dans le dos. Tu la sens beaucoup plus là que à Radès. Radès, c'est un stade qui fait une grande piste d'athlétisme. Et quand ils encouragent, Quand ça n'a rien à voir avec la pression de malade que tu as pu avoir à Sfax avec les Algériens, qui n'étaient même pas chez eux, ou toute proportion gardée avec l'Égypte, quand tu vas jouer en Égypte au stade olympique du Caire, là, mon ami, tu ne veux pas. Voilà. Par contre, là-bas, on est dans quelque chose de politique, tu vois, tu as le tifo avec Zine Abidine Ben Ali qui monte au début du match. Et tu vois, il faut le dire aussi, une équipe de Tunisie qui est passée avec beaucoup d'aide, quoi. Une demi-finale, je pense, contre le Sénégal, qui est un petit peu scandaleuse au niveau de l'arbitrage. On sent que tout le monde veut que cette Tunisie gagne, tu vois. C'est une Tunisie aussi qui a sur le terrain 2 joueurs naturalisés qui s'appellent Clayton, l'arrière-gauche, et Santos, qui sont tous les 2 brésiliens. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Aujourd'hui, la FIFA a changé les règlements suite à ce genre de... Voilà, pas seulement, mais Qatar aussi avait essayé de naturaliser des joueurs des brésiliens. Aujourd'hui, pour avoir une nationalité sportive, dans le foot, c'est pas le cas dans le hand, dans le foot, tu dois avoir soit 10 ans de séjour dans le pays concerné, soit un de tes 4 grands-parents. D'accord. Il faut rappeler quand même aux gens que la nationalité sportive, c'est pas la nationalité. Enfin, c'est une autre procédure. Ouais, en fait, on va te demander pour le pays, parce qu'un pays peut décider qu'un Brésilien est tunisien. D'accord. Ce n'est pas pour autant que la FIFA l'autorisera aujourd'hui. Voilà, c'était le cas en 2004, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle va lui demander, est-ce que tu as un de tes 4 grands-parents pour avoir une histoire, ou est-ce que tu es dans ce championnat depuis 10 ans, de façon, enfin, ou dans cette ville, de façon à avoir, voilà. Ce qui explique les binationaux maintenant qui rejoignent l'équipe nationale, c'est-à-dire ils doivent... Les binationaux qui rejoignent l'équipe nationale, la question ne se pose pas, parce que chez nous, à partir du moment où ils ont un passeport marocain, ça veut déjà dire qu'ils ont un parent marocain. Absolument. Voilà, donc déjà... Voilà, donc déjà, nous, on rentre dans ces critères-là. D'accord. Donc cette finale-là, elle est très rageante. Elle est dramatique dans ces premières minutes, vu que la préparation émotionnelle de l'équipe a été loupée. Il y avait des problèmes
problème, c'est moi je me rappelle être allé à l'hôtel des jours, on était bien dans notre petite ville de, tu vois, Sousse, on arrive là-bas, l'hôtel déborde, il y a du monde partout, il y a des problèmes d'invitation, tout le monde veut des tickets, les invités, les tickets qu'il y a eu au Qatar, et déjà le même genre de problème, les joueurs sont vexés, ouais, j'ai fait 1000 tours sur 10, l'autre خدا 15 وما كيلعبش والاخر خدا 3 وبقى فيه الحال. C'est le sujet permanent, on se retrouve comme ça, début du match catastrophique. Les petites erreurs à ne pas commettre. Ouais, peu de début de match catastrophique, on prend un but, et là, l'équipe se calme, le ballon tourne, et sur le plan du jeu, c'est une équipe qui joue bien et qui égalise encore une fois par Moursali. Et là, le stade de Radès se tait. Asqil. Ça, on a vu ça. Douche froide. Et là, on se dit, voilà, on est revenu, on a fait le plus dur. Maintenant, on est revenu au score contre presque l'équipe à domicile. Ouais. C'est eux qui vont douter. C'est pas nous. Tu vois, nous, on est. Malheureusement, tout le monde connaît la suite. Le deuxième but marqué en deuxième mi-temps suite à une erreur de main de Fouhemi. Fouhemi, alors je le répète, j'ai dit un peu au début de podcast, mais je le redis maintenant, qui était aussi héroïque contre l'Algérie. Parce que regardez contre l'Algérie. Alors autant le poteau potentiel de Schmer, on le voit pas bien, on sait pas très bien ce qui s'est passé dans cette action qui est même pas sur YouTube. Autant l'arrêt de Fouhemi qui évite le 2-0. Il est bien filmé, et donc j'ai envie de dire que ce bonhomme-là, effectivement, il a fait une erreur, et c'est ça le foot, sport, hein, mais il nous a sauvé de ça. Et c'est vraiment la cruauté de ce sport, la cruauté de ce poste, où les erreurs, c'est le gardien qui encaisse. Voilà. Et donc on rentre avec une deuxième place de cette CAN tunisienne. Triomphalement. Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de cette Coupe d'Afrique. Hein. Il y a l'émergence de quelqu'un qui s'appelle Walid Regragui, qui va devenir très important dans le foot marocain. Je pense qu'il est l'homme du match de Maroc-Algérie. À l'époque, on donnait un téléphone, c'était un téléphone portable. On donne un téléphone c'est ce sponsor-là qui donne un téléphone à un joueur, l'homme du match. Et ce match-là, c'est lui. Alors, je pense pas que ça veut rien dire. C'est l'homme du match d'un match très dur, très tendu. Attends. Ouais. Il dit, Regragui, homme de match, on lui donne comme cadeau un téléphone. Ouais. Le téléphone était un cadeau à l'époque. Oui, parce que c'était un modèle. Ouais, mais c'est pour faire la pub d'un nouveau modèle. Hein. C'est un truc d'un sponsor. Hein. C'est le trophée du fabricant de téléphone. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est l'homme d'un match pourri, d'un match tendu, d'un match irrespirable. Donc ça montre bien la solidité du caractère de ce bonhomme-là. Voilà, ça veut pas rien dire. Il faut terminer l'histoire. Il faut dire que cette Coupe d'Afrique, elle a eu des conséquences très bizarres. Il faut dire deux choses. La première, c'est que tu te dis à l'époque, écoute, même les joueurs se disent ça, parce qu'on est proche d'eux, on discute avec eux. On n'est pas ils sont pas dans une bulle. C'est pas une conférence de presse. Non, c'est pas une conférence de presse. Tu prends même pas de notes. Tu prends un café, là tu dînes et tu discutes. Et qu'est-ce que tu entends? Alors bien sûr, tout le monde ne dit pas ça, mais il y a des gens qui disent, écoute, on a une équipe jeune, Zéli c'est un gamin, Schmer c'est un gamin, etc. Je vais pas tous les faire. On a fait une finale de Cannes, on va la gagner. On va la gagner dans 2 ans, 4 ans, tous les 2 ans. On va la gagner. Et déjà, qu'est-ce qui se présente devant nous? La Coupe du Monde. Avec encore la Tunisie et on va aller en Coupe du Monde. Donc c'était fait tellement dans la décontraction, dans la demi-finale, donc sur le final d'une CAN. C'est fait dans une telle décontraction, tu te dis, on est jeune, c'est une compétition, on va la gagner. Ils vont jamais la gagner. Il va se passer, cette équipe va cracher, ça va être terrible. En un an, c'est une équipe qui va cracher. C'est une équipe qui va se cracher très bizarrement parce que elle va louper la qualification à la Coupe du Monde lors d'un match à Radès, dans le même stade contre le même adversaire qui se termine par un 2-2. Entre-temps, Moursali a disparu de l'équipe. Zeki s'est battu avec Nibet et n'est pas dans cette équipe-là. Tout s'est passé comme si Beddou Zeki, après cette victoire, une sorte de avait fait le ménage, avait décidé de se mettre en concurrence en termes d'ego avec énormément de stars de l'équipe et avait fini par changer une équipe qui gagnait. Et au lieu de capitaliser, de continuer avec ces gars-là, moi je me rappelle d'une scène pour résumer ça, c'est Youssef Moursali, lors de ce fameux match contre Radès contre la Tunisie. En éliminatoire ou en éliminatoire. D'accord. Il n'avait pas joué. D'accord. Et je suis allé le voir, il avait le regard un peu triste, je lui dis alors, how do you feel, parler anglais, il me dit comment tu crois que je me sens? J'étais le meilleur buteur de cette compétition il y a 1 an et demi. La Coupe du Monde, on était un but de cette Coupe du Monde. J'ai marqué 4 buts dans la dernière Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde va avoir lieu dans mon pays, l'Allemagne, et je ne suis pas rentré. Oh. Alors qu'on a besoin de ses services. On a besoin de marquer. On doit terminer avec tous les attaquants. Ouais. Y a une scène qui est très caractéristique de ça. C'est à la fin du match, où normalement on est à 2-2, ce fameux match de Radès pour la Coupe du Monde, où toute l'équipe normalement doit basculer vers l'avant pour essayer de marquer, goal compris. Tu sens que les instructions du banc de touche sont pas claires. Les instructions du banc de touche sont pas claires. Pourquoi elles sont pas claires? Tu comprends après qu'on n'a pas envie de perdre.
qu'on n'a pas envie de perdre parce qu'on va pouvoir dire, c'est la première phrase d'ailleurs du coach à la fin du match, je suis éliminé mais je n'ai pas perdu un seul match pendant les éliminatoires. Donc, sous-entendu, voilà. Alors que c'est la qualification qui compte, c'est pas le résultat, c'est voilà, la qualification qui pour compte. terminer, il y a pour terminer sur les conséquences, il faut quand même dire 2 mots sur l'aura que va récupérer Bedou Zaki sur cette CAN. Ça va être très longtemps le meilleur résultat du Maroc depuis des siècles. Donc à chaque échec, il va revenir en 2014. Et ce qui est fou, c'est que malgré, il est passé dans des clubs, je veux dire la liste des clubs qu'il a fait, le FUS, le WAX, là, Ahmadiyya, le Kawkab, etc. Il n'a jamais vraiment réussi, mais il va avoir toujours cette aura de celui qui a réussi. Et on va toujours réclamer son retour. Toujours réclamer son retour. Oui, à un moment donné. Voilà, Brenad Zeki. Mais on connaissait pas la cuisine interne. Non, non, mais moi je pense que je pense, mais ça donne aussi une idée de la pauvreté des résultats. Vu que finalement ce résultat-là, une finale, va rester un prestige, un capital sur lequel on va jouer pendant très longtemps. Exact. Donc on se fait éliminer finalement de la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde qui a eu lieu en 2006 en Allemagne. En Allemagne, par la Tunisie. On rate le coche. Voilà. Et puis le dernier jour, dans un match où on mène 2 fois au score. Ouais. Un match où on mène 2 fois au score, qu'il fallait gagner à l'extérieur. Ouais. Une série d'éliminatoires, je le répète, qui a été vraiment marquée par la bagarre entre Niébet et Zeki. Voilà. Rendez-vous donc pris pour la Russie 2018. Voilà. Merci les amis, vous étiez bien sur Radio Ma'arif. Merci Rida. C'était podcast Muntakhab. Produit avec le soutien de Sidi Ali, au officiel des équipes nationales du Maroc.